On va entamer désormais la seconde partie de ce débat. Donc la seconde partie verra les différents intervenants qui sont intervenus tout à l'heure se critiquer entre guillemets les uns les autres, critiquer les arguments des uns des autres. Donc là aussi il y a un tirage au sort qui a désigné les intervenants en question. Donc Dominique Tassot va commencer le premier pour 5 minutes d'intervention. Bon, je vais reprendre simplement quelques points. Évidemment, on ne peut pas en 5 minutes dire beaucoup de choses. Je voudrais quand même faire remarquer que l'argument d'autorité n'est pas un vrai argument. Je voudrais revenir sur cette notion d'organisme. On vous a présenté des organismes de transition. Dieu fait un univers harmonieux. L'harmonie, c'est comme en musique, ça demande une diversité de notes. Donc notre univers est extrêmement riche et diversifié. Mais ça n'est pas parce qu'entre le Do et le Mi, vous avez le Ré, qu'on passe du Do au Mi. Enfin, c'est l'existence d'une, ce qu'on appelait une chaîne organique des êtres. L'expression chaîne organique, elle est du XVIIIe siècle. Le fait qu'il y ait des êtres qui se ressemblent, mais qui sont néanmoins différents, c'est ce qui fait justement l'harmonie de l'univers. Il y a des différences, et il y a cependant des espèces véritablement distinctes qu'on est capable d'identifier, donc de reconnaître comme distinctes les unes des autres. Donc c'est pas parce qu'on invente le mot organisme de transition que les fossiles intermédiaires sont des preuves de l'évolution. Parce qu'encore faudrait-il qu'il y ait eu justement ce passage biologique. Un autre point, c'est la difficulté de définir l'évolution. Alors évidemment, Jean Stone a donné tout à l'heure une définition. Ce que je remarque, c'est qu'il y a ici un manuel de 200 pages, évolution, manuel pour CAPES, agrégation, donc quelque chose de solide. Il n'y a pas dans ce manuel de définition de l'évolution. Et il ne peut pas y en avoir. Parce qu'en réalité, il y a deux phénomènes distincts que l'on baptise du mot évolution, et on vous sort des arguments tirés d'une case pour le service d'une autre case. Il y a la microévolution et la macroévolution. La microévolution, c'est les petits changements à l'intérieur de l'espèce. Alors effectivement, les expériences de Lansky ont montré que les bactéries arrivaient, on arrivait à force de mutation à trouver une bactérie qui arrivait à se nourrir d'un substrat nutritif différent du substrat nutritif qu'utilisaient ses ancêtres. Donc ça, c'est un phénomène d'adaptation lié à la mutation. Ça n'a rien à voir avec l'évolution proprement dite, c'est de la microévolution. Et la macroévolution, c'est le saut transspécifique, et c'est ça dont on aimerait bien avoir les preuves. Donc on ne peut pas utiliser les preuves sur la microévolution, qui sont multiples, et qui ne font difficulté pour personne, en faveur de la macroévolution. Ça, c'est un point important. En science, on doit définir avec précision ce dont on parle, sinon on n'est pas dans le langage scientifique. Et le dernier point, simplement, c'est que justement, si Dieu a créé les êtres tels qu'ils sont, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a faits, il les a faits et il a lancé l'univers avec toutes ses lois, mais la façon dont il a opéré est hors de portée de la science. Autrement dit, ça n'est que depuis que la création est achevée que la science est possible. Donc la science, c'est la connaissance de ce qui se passe. Elle est liée à l'observation des êtres vivants, l'observation des êtres inertes, l'observation des animaux. Ça, c'est l'observation d'un cosmos complet, d'un cosmos parfait, où tout est présent. Et ça fonctionne parce que tout est présent. Et comment ça a pu se produire à l'origine, c'est absolument hors de portée. Ça n'est pas parce que vous connaissez très bien les lois de la chimie, par exemple, ou de la physique, etc., que vous allez expliquer l'origine de la Joconde. L'origine de la Joconde, c'est parce que le peintre, un jour, a eu l'intention et l'idée de réaliser le tableau. Donc vous pouvez étudier la mécanique des corps déformables avec les coups de pinceau, vous pouvez faire la chimie des pigments sur la Joconde, ça vous laisse complètement sans connaissance de ce qu'a été l'origine de la Joconde, et il faut quand même avoir conscience du fait que la science a des limites, la science est une activité humaine, et parmi ces limites, il y a, je pense, l'impossibilité qui lui est faite d'accéder à la question des origines. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt des livres saints qui, eux, justement, prennent soin de nous expliquer les origines. Et je pense que Dieu est mieux placé que nous, y compris que les scientifiques que nous sommes, pour savoir comment il s'y est pris.
Merci Dominique Tasso. Donc c'est au tour de Jean Stone pour cette seconde partie du débat. Je vous demanderai à tous d'éteindre vos portables pour éviter de perturber les échanges. Merci à vous. Donc on va commencer par un clin d'œil. Dominique Tasso a cité quand les poules auront des dents. Ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est qu'on peut parfaitement, tenez-vous bien, faire des poules avec les dents, justement. C'est une des nombreuses preuves de l'évolution. Une mutation génétique suffit pour que les poules retrouvent les dents qu'elles avaient, ou plutôt qu'avaient leurs lointains ancêtres qui n'étaient pas des poules. Et donc cela existe évidemment. Donc on peut faire des poules avec des dents depuis déjà un certain nombre d'années. Mais surtout, il a parlé du fait que Dieu crée les choses parfaites. Je pense qu'effectivement, je crois en Dieu, qu'il y a des archétypes, qui a la forme fondamentale qui est parfaite, mais sur Terre, nous ne sommes pas parfaits, je suis désolé, nous sommes même défectueux. Et nous sommes défectueux tous, parce que si nous sommes sur un bateau, on s'en est rendu compte quand on a commencé à faire le tour du monde, si on est sur un bateau, on va tous mourir du scorbut si on ne peut pas manger des fruits frais. Simplement parce qu'on ne peut pas, nous, synthétiser la vitamine C. Or, tous les mammifères peuvent le faire, sauf nous. Pourquoi? Enfin, sauf nous, vous allez voir, et une autre espèce. Parce que le gène qui permet de faire cela, il est en nous, mais il est cassé. Alors on va dire, attendez, Dieu a créé l'homme parfait au paradis terrestre, où il y avait Adam et Ève, et puis après l'homme a fauté, et peut-être que sa capacité, c'est un homme dégradé qui est maintenant ici, dans ces salles, puisque nous sommes tous incapables, nous avons ce gène en nous, mais nous sommes obligés de manger des citrons ou des oranges, sinon on va mourir si on ne mange pas pendant longtemps. Eh bien, tenez-vous bien, les grands singes aussi. Ça ne les gêne pas, puisqu'ils vivent dans une atmosphère, dans un environnement où il y a partout des fruits. Mais donc, les grands singes et nous, on a le gène qui peut faire la vitamine C, mais il est cassé. Donc, ça veut dire que quelque part, l'ancêtre commun des grands singes et nous a une mutation négative, et que malgré ça, il a réussi à survivre. Donc, vous voyez, ça, effectivement, malheureusement, les défauts existent dans l'évolution, ça n'empêche pas de fonctionner. Maintenant, ce qu'a dit Oktar Babouna, c'est très important. Il a fait à la fois une critique de l'évolution et une critique du darwinisme. Mais je vous l'ai dit dès le début, c'est deux choses radicalement différentes. Le darwinisme, c'est comme il l'a dit, le fait que les mutations et les mutations au hasard et la sélection naturelle expliquent la macroévolution. Et personnellement, je pense avoir été une des personnes en France qui a le plus critiqué cela. Donc évidemment que je suis d'accord. Mais regardez, revenons à notre histoire des reptiles. Là, vous avez vu ces fameux reptiles? Je vous ai dit que là, on a autant de formes de transition que vous voulez. Il y en a autant que vous voulez entre les reptiles et les mammifères. On n'arrive même pas à distinguer si c'est un reptile ou un mammifère. D'accord? Donc là, quand on vous dit qu'il n'y a pas de forme de transition, il y a des cas où l'évolution produit par saut, on vous a fait toutes les citations, mais là, c'est évident. Mais regardez. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une double articulation de la mâchoire? Essayez de casser la mâchoire, là, celle qui est en deuxième position en partant du bas, là, la mâchoire du reptile. Essayez de la casser. Chaque fois que vous la casserez, elle sera cassée des deux côtés. Ça ne sert à rien d'avoir une articulation en plus. Vous comprenez? Or, Pierre-Paul Grasset, qu'a cité Dominique Tasso, grand scientifique français, il le dit. Cette histoire des reptiles thériodontes, on vous a cité Grasset comme si Grasset disait qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Il a étudié ces intermédiaires, il y en a plein d'intermédiaires. Mais il dit, en vérité et en complète objectivité, ça n'a rien d'aléatoire et il n'y a absolument pas de recours à la sélection. En d'autres termes, pour faire très vite et de façon vulgarisée, ça pousse vers la forme mammifère. L'évolution pousse pour réaliser quelque chose. Et évidemment, cette évolution-là, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais elle est compatible avec une vision non matérialiste du monde. Et donc ici, vous avez une superbe preuve de l'évolution et un super argument contre le darwinisme. Donc évidemment que c'est deux choses différentes, puisque vous pouvez prouver l'évolution et ici montrer que le darwinisme est insuffisant pour expliquer la totalité de l'évolution. Alors évidemment, on a plein de fossiles. Babouna nous dit, on vous fait des images. Mais non, c'est des vrais fossiles, ça. Je les ai étudiés moi-même au Muséum d'histoire naturelle. Bien sûr qu'il y a des formes de transition. Vous avez noté, je vous l'ai dit, eux-mêmes sont obligés de se prendre les pieds dans le tapis, si j'ose dire, jusqu'au cou, en vous disant, ça c'est purement un singe, ça c'est purement un homme, parce qu'ils regardent la caractéristique purement homme de ce fossile, et l'autre ne voit que la caractéristique purement singe. Mais c'est impossible de nier une forme de transition, parce que vous êtes obligés, si vous coupez en deux, comme justement l'évolution est graduelle, et je viens de vous le montrer dans plein de cas, si vous coupez en deux, vous arrivez à une absurdité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on entend ici, c'est une stratégie qui repose sur l'oubli d'une toute une partie de la science. Aucun fossile n'a jamais été trouvé pour établir le lien entre les reptiles et les mammifères, mais je dis, c'est incroyable. On en a plein et depuis 50 ans. Donc quand vous dites ça, évidemment, c'est pas très crédible. Une exploitation de la complexité de la recherche scientifique, pour dire, vous voyez bien qu'ils ne sont pas d'accord, vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de fossiles, etc. Bon. Et regardez Grasset, on vous le présente comme disant qu'il n'y a pas d'évolution. Par ailleurs, il vous dit lui-même qu'il y a une évolution et qu'en plus, elle n'est pas darwinienne, elle va dans un certain sens. Et puis,
puis une désinformation en présentant quelques-unes des meilleures preuves de l'évolution, comme des arguments contre l'évolution. Par exemple, Lucie ne pouvait pas se tenir debout. Alors, pour conclure là-dessus, je n'ai pas le temps de montrer d'autres exemples, il y a quand même des beaux exemples intéressants. Par exemple, là, on vous présente une mâchoire, on dit cette mâchoire réfute les thèses évolutionnistes parce que c'est une mâchoire d'Homo sapiens vieille de 2,3 millions d'années. Bon sang, s'il y avait de l'Homo sapiens il y a 2,3 millions d'années, on remettrait tous en cause l'évolution. Sauf que vous pouvez voir les dents de cet animal-là, c'est un Homo habilis extrêmement primitif, ça n'a rien à voir avec nos dents à nous. Enfin, vous avez des informations systématiques quand on vous dit ce genre de choses. Pareil pour la baleine. Maintenant, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que l'évolution, elle n'obéit pas uniquement à des phénomènes de hasard et de sélection naturelle, elle peut être canalisée. Et une évolution canalisée, c'est comme des billes que vous montez au sommet d'une montagne, ces billes vont partir, et effectivement, elles ne peuvent pas aller à certains endroits. Aléatoirement, elles vont aller à droite ou à gauche, mais on sait à l'avance le chemin qu'elles vont emprunter. Et je pense que c'est ça l'évolution, c'est quelque chose qui tend vers, effectivement, des formes de plus en plus complexes, et entre autres vers la réalisation de la forme Homo sapiens, qui est la forme capable de chercher Dieu, capable de comprendre la nature. Donc une telle vision de l'évolution me paraît une vision tout à fait compatible avec la foi chrétienne, musulmane ou autre. Et le problème, c'est qu'il y a des gens comme Richard Dawkins, vous voyez, pour en finir avec Dieu, ou Christopher Hitchens, Dieu n'est pas grand, comment la religion empoisonne tout, qui eux sont des matérialistes fanatiques et qui eux vont utiliser le discours de gens comme ceux que vous venez d'entendre, qui vous disent mais il n'y a pas de fossile de transition, regardez, etc. C'est comme entrer dans une pharmacie, je vous l'ai dit, allez dans un colloque de médecine et dire il n'y a pas d'antibiotiques. Vous imaginez? Vous allez vous faire jeter dehors. Bon, ben voilà. Donc la crédibilité, du coup, elle est zéro. Et ça renforce le matérialisme. Si vous voulez aider les pires matérialistes, alors nier l'évolution, c'est le meilleur service à leur rendre. Et je terminerai avec une phrase de Dominique Tasso, dans un interview à la radio, qui disait « On ne peut pas défendre une vérité en s'appuyant sur des faits inexacts ». Eh bien, je pense qu'il ferait bien, lui et tous les anti-évolutionnistes, de s'en inspirer. On ne peut pas défendre ce que nous pensons être la vérité, c'est-à-dire l'existence d'un Dieu créateur, en s'appuyant sur tous ces faits inexacts. Merci. Merci. Je rajouterai 2 minutes. En plus pour intervenir. Donc j'ai demandé donc à Oktar Babouna de bien se lever et de répondre éventuellement à Jean Stone ou à Nidan. Well, we heard of the speakers. The speakers never give evidences. The evolutionists never give evidences. For example, these are real fossils. We want to see fossils. Transitional forms means successive minor changes. Half fish, half reptile, half bird, pathological and asymmetrical forms. It shows with millions of different stages. For example, we have millions of species today. Say, for example, we have 10 million species, then we should have 10 billion transitional forms, pathological and asymmetrical, which shows all the formation of the organs. But it is irreducible complexity there. There cannot be dysfunctional half organs. Half wings cannot fly. Half eyes cannot see. This is impossible. And we know this from the fossil record. And we know from genetics and molecular biology. I explain you, although I spoke very fast, I explained you, there is no mechanism which can generate new genetic information. The genetic information exists from the first DNA of the species. For example, if you go far back enough in time, we meet the first beagle couple. They have a DNA. By mixing up the genes, there is a variation, subspecies level. But smaller dog, larger dogs, different human races, this is not evolution. This is only mixing up the genetic information which has been existing from the very beginning. The adaptation and the variation. The adaptation and the variation which appears in the subspecies level is definitely not evolution, because adaptation means there is a certain genetic information. By certain environment, these bacteria, for example, other living beings, they turn on this gene, they express these genes, produce proteins. In some environment, they shut it off. This is not evolution because the genetic information has been there since the very beginning. This is called adaptation. Adaptation is genetic expression from molecular biology and the genetics. And the variation is just mixing up the genetic information which has been existing from the very beginning. That's the reason why we don't see any changes in the fossil evidence. All the fossils they have shown us, Acanthostega, Ichthyostega, and Tiktaalik rosea are not transitional forms. They don't show any transition. They are just extinct species. In Tiktaalik rosea is a forgery. It is definitely known. It is an alligator skull. A fish body is added to that. There are many other forgeries. Nebraska man, Piltdown man, and Ida and Arden, the most recent ones.
There is Australopithecus, for example, you see over here. Homo erectus, Australopithecus, and Homo habilis. Look at the times they lived. 1.6, 1 to 4 million years Australopithecus, the southern ape, and Homo habilis 1.7 to 1.9. You know what? They lived at the same time. There is a stone hut found in Olduvai Gorge region in the Africa. All these skulls and bone fractures lived at the same layer with a stone hut. That means Homo sapiens lived at the same time. So where is the ladder of the evolution? There is no ladder of evolution. Australopithecus is an southern ape. You see the skull? Small size skull, small volume, closed eyes, prominent jaw, stoop forward walking, long arms, short legs. That is an ape, an extinct ape species. Homo habilis is ape. Homo habilis, you see the jaw piece over here. Homo erectus and Homo sapiens are man. There is nothing in between. There is the similarity, according to Nature magazine, if insertions and deletions are added, less than 95%. The gap is impossible to cross, the genetic gap. But there is a more important that I explained to you. There is a soul. We have soul. So, impossibility of the proteins emerged by chance, and 400 million fossils definitely refute evolution. You should ask evolutionists, why didn't they bring any fossil evidence? These are real fossils we brought. I could bring more. I have more in the car. 400 million of them exist. They all show us, for example, this is a plant fossil. This is, how old is this? It's 58 million years old. No change. No change means no evolution for 58 million years. This is a skull of an alligator. You see alligator. How old is that? 100 million years old. No change. No change means no evolution. If anybody brings, Mr. Harun Yahya, Mr. Adnan Oktar pays 5 million euros. Anybody who brings one transitional form, according to evolution, there should be billions and trillions of them. Anybody, all of you, anybody, they are here, we are here, brings 5 million euro, will do the bank transfer or pay in cash, however they want. 5 million euros. You know that was in the world media since 4 years. Nobody has appeared to get the 5 million euros. Because there are no transitional forms, that means no evolution. In the Quran, there is nothing about evolution, and scientific facts confirms this fact. Au professeur Nidal Guissoum pour la dernière intervention de cette seconde partie, donc il a 5 minutes, Nidal. Bon, alors moi j'ai un petit problème parce que j'avais prévu de parler de l'islam et de l'évolution. Mais là, j'ai entendu tellement de choses que je ne peux pas m'empêcher de répondre. Mais aussi, même en essayant de répondre, c'est peine perdue. Parce que lorsqu'on entend dire 2 fois que Tiktaalik, c'est une fraude, il a dit forgery, vous l'avez bien entendu. C'est une fraude, c'est un montage. Il a dit on a pris des morceaux, on les a montés, alors que tout cela a été publié, étudié, les squelettes et les fossiles sont disponibles à l'examen des scientifiques. Ce n'est pas de l'argument d'autorité. Hein? Parce que l'argument d'autorité, c'est de dire Socrate a dit, Aristote a dit, X a dit. Non, il y a des preuves, il y a de l'évidence et c'est ouvert à l'examen. Mais le filtrage de l'information, l'examen des papiers, c'est pour ça que j'ai dit Science, Nature, PNAS et d'autres comme ça, parce que le reviewing process, le processus d'examination de chaque papier qui est soumis est extrêmement rigoureux. Moi, de toute ma vie, je n'ai pas encore publié dans Science and Nature, pour dire à quel point c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas de la blague. Donc, quand on prend un papier, on est assez sûr que ça a été vraiment déjà très, très bien examiné. Mais, et encore, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les yeux fermés, ça veut dire qu'il y a un très haut standard qui a été appliqué, mais que c'est ouvert à l'examen et tous les scientifiques ont le droit de regarder, de demander toutes les données. Ça, c'est le Freedom of Information Act. On a le droit de contacter quiconque et dire « Vous avez un devoir de m'envoyer ces données-là. J'ai le droit de venir examiner les fossiles ou toute information que vous avez pour que je puisse refaire l'analyse moi-même. » Maintenant, évidemment, si à chaque fois qu'on produit des preuves de l'examen génétique, magnétique, rayonnement radiatif, etc., on nous dit c'est une fraude, rejetée, évidemment, personne n'obtiendra ce prix de Harun Yahya, c'est impossible. À chaque fois que vous me ramenez quelque chose, je dis non, c'est faux. Je ne peux pas vous donner d'argent, c'est faux. À chaque fois, non, non. Vous me ramenez un autre, mais regardez, j'ai des preuves de ceci, de cela. J'ai 3 preuves différentes de domaines de physique, de chimie, de génétique, de biologie. Non, non, c'est faux. Vous n'aurez pas d'argent, c'est rejeté, c'est du faux, c'est de la fraude. Et évidemment, on n'arrivera jamais comme ça. Maintenant,
pour l'expérience de Lenski, je n'ai pas dit que l'expérience de Lenski montre qu'il y a eu macro-évolution. J'ai dit que l'expérience de Lenski et d'autres preuves encore montrent que les mutations peuvent être positives. C'est tout ce que j'ai dit. Et dans l'expérience de Lenski, j'ai les références, vous pouvez les examiner vous-même. Il y a eu sur 26 transitions, sur 26 mutations, 3 qui étaient positives. C'est-à-dire 12%. C'est publié, c'est traité, c'est examiné, c'est discuté dans la communauté scientifique. Et lorsqu'on prend une bactérie on la met dans un milieu acide, et parce qu'il y a des mutations, à un certain moment, elle commence à devenir capable de survivre dans un tel environnement. Ce n'est pas l'environnement, c'est la mutation qui lui a permis de faire ça. Bon, maintenant, ah oui, dernière chose, mais écoutez, si vous voulez après, parce que je n'ai vraiment pas le temps, demandez-moi de vous montrer la citation de Gould qui vous explique cette histoire des trois hominidés qui existent plus ou moins dans la même période. Mais c'est déjà expliqué dans la littérature scientifique, tout ça. Il n'y a pas de ladder, comme il a dit, il n'y a pas d'échelle. Ce n'est pas comme ça que l'évolution fonctionne. Il y a bush, il y a comment on dit, bush, un buisson. C'est un buissonnement, cette évolution. Ça va comme ça, et puis d'autres, et d'autres encore. C'est comme ça que ça avance. Il ne faut pas penser que, ah oui, il y a dû avoir l'Australopithèque, ensuite l'Homo sapiens, ensuite l'homme moderne, ensuite... Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous avons l'homme de Java, nous avons l'homme de Pékin, il y a des tonnes l'homme de Géorgie, et je pourrais vous les montrer si vous voulez seulement. Désolé, je n'ai pas le temps. Combien de temps il me reste maintenant pour parler de l'islam? Une minute. Une minute. Bon, alors, pour parler d'une minute, je vais vous montrer quelque chose. Un article aussi long que ça, qui est paru il y a un mois. Il y a un mois. The Father of the Theory of Evolution. Quand je l'ai lu, parce que c'est un journal que je reçois chez moi, j'ai dit, ah tiens, il parle de Darwin. Eh bien, pas du tout. Il parle d'Al-Jahed. Al-Jahed. Pourquoi il parle d'Al-Jahed comme père de la théorie de l'évolution? Ce n'est pas mon objet, hein, ce n'est pas qui était le premier ou le deuxième. C'est pour vous dire qu'il y a 1000 ans, ces idées-là, est-ce que je peux avoir les planches s'il vous plaît? C'est que, en ces temps-là, il y a 1000 ans, Al-Jahed 781-868, vous vous rendez compte? Il y a plus de 2200 ans a écrit, je cite, bon, on ne peut pas me montrer les planches, je suis désolé. Les animaux se livrent, mais vous voyez, les animaux se livrent à un combat pour leur survie. Ça, ce sont les mots de Al-Jahed. Et pour les ressources, pour éviter d'être mangés, pour se reproduire. Les facteurs environnementaux influencent les organismes à développer de nouvelles caractéristiques pour assurer leur survie, se transformant ainsi en nouvelles espèces. Ça, c'est pas moi, ça, c'est le Jahed. Ok? Bon, je vais sauter parce que... Et ça, c'est dans le livre des animaux, Kitab al-Hayawan. Ibn Khaldoun qui parle de l'évolution humaine. L'évolution humaine au XIVe siècle. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire seulement la dernière phrase pour y parvenir. Le règne animal est parti des singes, qui possèdent conscience et sentiments, mais ni vision ni pensée. Mais ce fut le début du monde humain. C'est ce que nous observons. Ce n'est pas des idées, des théories comme ça en l'air. C'est l'observation. Et il y a beaucoup de textes comme ça. Alors, ce qui s'est passé, on nous dit, mais le Coran est incompatible, les musulmans n'ont jamais accepté l'évolution, case close, comme on dit, c'est terminé, on ferme le dossier. Mais pas du tout, jamais de la vie. Il y a des études sérieuses, comme ce bouquin que je cite, qui ont traité, qui ont repris toutes les réactions des musulmans entre 1860, c'est-à-dire un an après la sortie du livre de Darwin, et 1930. Sur 70 ans, mais qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut que les écrivains musulmans ont apporté une approbation religieuse à la science de Darwin. Il dit encore plus, il dit, si on dit tout ce que les musulmans demandaient à l'époque durant toutes ces 70 ans, et je peux vous citer des théologiens, on va me dire, ouais mais ce sont des naturalistes ces gens-là. Non, il y avait des théologiens et je peux vous citer les noms. Ils vous disent, si on leur dit l'évolution eut lieu sous l'autorité de Dieu, on ne dit pas par intervention divine, juste que c'est Dieu qui a régi tout ça. Si on leur dit, voilà, l'évolution ne nie pas Dieu, elle dit que tout s'est passé de cette manière, mais c'est Dieu qui a tout planifié, qui a tout régi, qui a tout supervisé, on bénéficie d'un soutien total des penseurs religieux arabes, musulmans aussi bien que les chrétiens. Si vous me permettez, je vais prendre une minute sur mon temps de tout à l'heure. Je fais un petit... un petit crédit. Un crédit, voilà, loan. Un crédit. Je vais sauter tout simplement jusqu'à la fin, pardonnez-moi. Moi, fera une minute. Oui, de plus. Une minute. Voilà ce que le cheikh Youssef Al-Qaradawi, vous connaissez tous, enfin, du moins les musulmans ici, connaissent le cheikh Youssef Al-Qaradawi. C'est peut-être le penseur musulman le plus important de nos temps, ou le plus célèbre, le plus influent, disons.
plus influent, qui a la plus grande influence. Voilà ce qu'il a dit en 2009 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Darwin et du 150e anniversaire de la sortie de son livre. Il y a eu une émission de 2 heures ou d'1 heure et demie, si je me souviens, sur Al Jazeera, que j'ai regardé, dont le texte, entre parenthèses, le texte en arabe, le transcript, est disponible sur le web. Allez chercher Al-Qaradawi en arabe pour ceux qui peuvent le faire, Al-Qaradawi Nadariyat Darwin, c'est tout. Vous allez trouver ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit même la recherche sur le début de la création ou au sujet du début de la création est permis en islam. Tant qu'on garde en tête qu'on explore la création, c'est-à-dire qu'il y a un créateur. Tout ce qu'on vous demande, c'est de dire qu'il y a un créateur. Maintenant, même si on suppose que les espèces ont évolué d'autres espèces, ça c'est le Qaradawi qui parle, cela est seulement par la volonté du créateur. Si la théorie de Darwin est prouvée, nous pouvons trouver des versets coraniques qui peuvent s'y concilier. Le Qaradawi nous dit qu'on peut trouver dans le Coran des versets qui peuvent se concilier à la théorie évolutionniste. Et M. Babouna nous dit que c'est strictement impossible. Je vous remercie. Merci Nida.